Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Jean-Marc Daniel, vous venez de publier la 3e édition de votre ouvrage sur la politique économique. Alors, je rappelle, Jean-Marc Daniel, professeur d'économie à l'ESCP, école créée par un grand économiste. Jean-Baptiste C. Bravo. Directeur de la revue Sociétale, revue qui est liée à l'Institut de l'entreprise. Vous êtes également chroniqueur dans les médias, au Monde, à BFM. Alors, revenons à la politique économique. Vous distinguez la politique économique de la science économique en insistant sur le fait que la science économique cherche à utiliser une démarche scientifique. Alors, si la science économique est une science, comment se fait-il que les économistes ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la politique économique à suivre ? Alors, je vais faire 2 remarques par rapport à ça. Effectivement, la politique économique, c'est l'action. Et elle est menée et gérée par les hommes politiques. La science économique, c'est effectivement la capacité à définir des choix et à dire aux hommes politiques, à vous de hiérarchiser ces choix. C'est-à-dire quand on parlait à un moment donné d'arbitrage de Philips, c'était un arbitrage entre l'inflation et le chômage. Et ce que disaient les économistes, vous avez le choix entre ces 2 mots, c'est à vous sur le plan politique de déterminer si vous préférez avoir un peu plus d'inflation et moins de chômage ou l'inverse. Alors après, une fois que ces choix sont... Donc il y a des choix. Il y a des choix que disent les économistes. Alors le problème c'est... Et ces choix ne peuvent pas être définis de façon scientifique. Alors, est-ce que ces économistes peuvent les définir de façon scientifique ? Je répondrai que, en fait, les économistes, comme d'ailleurs les physiciens, même si ce n'est pas aussi exact que les physiciens, sont confrontés en permanence à une remise en cause de leur savoir qui va les inciter à réfléchir, remodeler leur théorie, redéfinir leurs concepts. Moyennant quoi, cette phase de processus intellectuel dans lequel on réfléchit, on redéfinit les concepts, conduit effectivement à des périodes d'affrontement parmi les économistes. Mais il y a des périodes aussi, il faut être conscient de ça, où les économistes sont à peu près d'accord. Je pense en particulier que la grande période des années 60-70, Samuelson avait réussi à dépasser l'opposition entre les keynésiens, les classiques et les néoclassiques pour constituer ce qu'on appelait une forme de synthèse. Aujourd'hui, il y a une crise et effectivement, on est dans une phase où les économistes se remettent en cause, comme les physiciens ont été remis en cause par la théorie de la relativité ou par la mécanique quantique. Donc, débat sur les choix et débat sur la théorie tout de même. Alors, débat sur la théorie, mais normalement, les économistes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui interviennent dans le débat avec des présupposés politiques, qui demandent et qui exigent des économistes qu'ils arrivent à des résultats qui sont préétablis par rapport à leurs objectifs politiques. Mais dans le vrai débat entre les économistes, normalement, au bout d'un moment, arrive une forme de synthèse. Et débat économique, ce n'est pas l'économie politique. Alors, ce n'est pas l'économie politique, c'est-à-dire ce n'est pas au sens du mot politique où on l'entend très usuellement. D'ailleurs, très rapidement, les économistes ont dit qu'il vaut mieux parler de science économique plutôt que d'économie politique. Et politique économique, qui est donc la 3e expression que l'on peut utiliser, c'est vraiment l'idée qu'à un moment donné, il y a des hommes politiques qui vont utiliser le savoir des économistes pour mettre en application des décisions concrètes. Alors, il y a quelque chose qui est frappant. Dès l'introduction, vous soulignez que le plus grand économie de l'économiste, c'est finalement l'alchimiste, celui qui fait croire qu'on peut créer de la richesse, autrement dit de l'or, de toutes pièces. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, et c'est ce qu'on vit à travers la crise financière depuis quelques années, que finalement avec la création monétaire, on crée in abstracto de la richesse ? Alors justement, non, je pense qu'effectivement, cette expression, l'ennemi de l'économiste, c'est l'alchimiste, qui date des années 1848-1850, je l'ai récupérée dans le texte de Michel Chevalier, qui était le professeur d'économie au Collège de France des années 1840. Je crois que cette vision est toujours d'actualité, c'est-à-dire que le véritable ennemi de l'économiste, c'est l'alchimiste, et que la crise financière que nous traversons, l'ensemble, l'accumulation de crises auxquelles nous sommes confrontés, c'est qu'on a cru résoudre les problèmes de l'économie mondiale en injectant en permanence de la monnaie, et au lieu de résoudre les problèmes, on a créé d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'on a créé de l'inflation avec ceci d'assez pervers dans ce qui se passe en ce moment, c'est que ce ne sont pas ceux qui créent le plus de monnaie qui subissent le plus d'inflation. Avec la mondialisation, la monnaie est beaucoup créée aux États-Unis, avec des politiques monétaires très très laxistes, avec un déficit extérieur qui inonde la planète de dollars, et l'inflation, elle apparaît plutôt dans les pays émergents. Et donc il y a un décalage entre
l'origine de la politique économique, le travail de l'alchimiste et les conséquences du travail de l'alchimiste. Ce qui fait que l'alchimiste... Mais cette alchimie de création de la monnaie, elle fait partie des politiques économiques aujourd'hui. Elle fait partie des instruments de politique économique. Elle fait partie des instruments de politique économique, mais je crois que dans la création de monnaie, il faut distinguer deux choses. Il y a une création de monnaie qui se fait par le crédit, donc il y a une partie de cette création de monnaie qui est productive, c'est-à-dire faire crédit à quelqu'un qui va créer de la richesse, permettre à une entreprise d'émerger grâce au crédit, c'est positif, c'est une alchimie positive. En revanche, prêter à quelqu'un qui sera incapable de créer de la richesse, ça va générer à terme de l'inflation. Et en ce sens, on le voit bien en ce moment, c'est-à-dire que le fantasme de tous les gens qui veulent résoudre les problèmes de dette publique à la surface de la planète, c'est le retour à l'inflation, c'est-à-dire c'est le retour au mensonge, c'est-à-dire le retour à la déformation des prix. Et donc c'est de faire payer non plus l'alchimie par les gens qui l'ont créée, mais par la génération qui suit les créateurs de l'alchimie. Alors, si je vous ai bien compris, le grand problème dans la politique économique, c'est le politique, puisque l'économique est scientifique. Est-ce qu'on aurait vu dans l'histoire lointaine ou récente un homme politique qui ferait une politique économique scientifique? Alors, il y a des hommes politiques qui se sont clairement identifiés à des économistes, qui se sont appuyés sur des économistes. Pour moi, le modèle absolu, c'est Gladstone, qui a été d'abord chancelier de l'Échiquier, puis ensuite qui a été Premier ministre au Royaume-Uni, et qui... Sous Victoria. Sous la reine Victoria, au XIXe siècle, et qui s'est appuyé directement sur les écrits de Ricardo, et qui a appliqué la politique de Ricardo dans toutes ses composantes, c'est-à-dire équilibre budgétaire, libre-échange, statut de la Banque d'Angleterre qui lui donnait comme obligation de ne créer de la monnaie qu'à hauteur de stock d'or qu'elle détenait. C'est-à-dire une politique anti-alchimiste avec une politique dans laquelle l'État était simplement fournisseur de services mais pas une tentative de réorganiser le travail des entreprises et puis dans laquelle il y avait ce libre-échange, c'est-à-dire la concurrence. À l'opposé, il y a des économistes qui ont été quelquefois des hommes politiques avec des succès quelquefois assez limité. On se moque en général de Schumpeter, qui était ministre des Finances de la République autrichienne, qui était arrivé au pouvoir pour essayer de combattre l'inflation et qui est sorti avec une inflation délirante en disant que finalement, lui, il était un grand intellectuel et qu'il n'était pas fait pour prendre des décisions, que quand on devait prendre des décisions, on se heurtait toujours à des oppositions plus ou moins de bonne foi. Parce que le métier d'économiste et le métier d'homme politique, c'est pas forcément exactement la même chose. Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire référence à celui qui a été le meilleur économiste de France, enfin, de la part du président de la République qui était en place à l'époque, Raymond Barre. Raymond Barre, économiste. Quel jugement porte l'histoire sur Raymond Barre? Alors sur Raymond Barre, vous avez trois types de jugements. Il y a le fait qu'un certain nombre de gens disent qu'il n'était pas économiste, il était professeur d'économie. L'économiste, c'est celui qui conçoit, le professeur, c'est celui qui transmet. Et donc, il ne concevait pas, il transmettait. Donc, était-ce vraiment un économiste? Mais pour moi, c'est un vrai économiste. Et je crois qu'on peut apporter deux jugements sur Raymond Barre. Un jugement de la lucidité du personnage. C'est-à-dire que, je vais prendre deux exemples concrets, là encore. Au moment où il a quitté le pouvoir, les caisses de retraite étaient en excédent et tout le monde lui disait « mais pourquoi vous n'avez pas anticipé la retraite à 60 ans que de toute façon vos adversaires vont mettre en œuvre ?» Et il avait dit « le temps montre bien que sur le plan démographique, on ne peut pas se permettre la retraite à 60 ans, que les excédents que nous accumulons en ce moment, nous avons à les utiliser pour des régimes de capitalisation pour préparer l'évolution démographique du pays. » Un autre exemple, qui est un exemple assez connu, c'est ce qu'on appelle la loi de Raymond Barre, où il disait justement contre les alchimistes, le prix du baril de pétrole sera toujours connecté avec le prix de l'once d'or. Ce qui signifie concrètement qu'en or, si on avait gardé l'or comme monnaie de référence, il n'y aurait pas eu d'inflation, il n'y aurait pas eu de hausse du baril de pétrole. Alors le deuxième jugement qu'on peut porter sur Raymond Barre, c'est le fait que, un peu comme Schumpeter, il s'est montré un homme politique assez calamiteux. C'est-à-dire qu'on l'accuse d'avoir été à l'origine en partie de la défaite de Valéry Giscard d'Estaing en 81, et il a été clairement à l'origine de sa propre défaite en 88. Comme homme politique, il a été assez peu efficace. Et donc on voit bien là aussi que un vrai économiste efficace, quand il s'engage dans la politique, c'est quelqu'un qui a une forme de subtilité particulière, qui est l'art du compromis, tout en ayant l'art de la détermination. D'accord. Donc on ne peut pas appliquer de démarche scientifique, celle de l'économiste, à la politique. Ça donne en général de mauvais résultats. Ouais, c'est comme pour reprendre mon image entre le physicien et... Il y a des physiciens et des ingénieurs. L'économiste est un physicien, l'homme politique est un ingénieur, chacun son rôle. Alors les politiques économiques, elles ont été conçues en général dans un cadre national. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'une Union européenne et puis d'une zone euro. Que reste-t-il à la nation dans un cadre d'union régionale ?
Je crois qu'il lui reste deux instruments fondamentaux. Le premier instrument, c'est encore la politique budgétaire, puisque ce sont les pays qui déterminent eux-mêmes leur politique budgétaire. Et je crois qu'une des vraies réflexions qu'il doit y avoir dans le cadre de l'Union européenne, c'est l'adaptation de cette réalité budgétaire au cycle économique. Une des grandes faiblesses, à mon avis, de la politique économique qui est suivie, qui est déterminée à l'heure actuelle, c'est d'ignorer l'existence d'un cycle économique. C'est-à-dire de se réjouir quand il y a des périodes de forte croissance en disant « ça y est, on est sorti de la crise, on est sorti du tunnel ». Il y a une cagnotte. Voilà, il y a une cagnotte, il faut tout de suite en profiter. Et symétriquement, lorsqu'on est dans la période de récession et de crise, de dire « ça y est, c'est la fin du capitalisme », de se mettre la tête sous les cendres en disant on ne va pas s'en sortir, on est perdu. Donc je crois que la premier instrument qui reste, c'est la politique budgétaire, à condition qu'elle soit vraiment déterminée, fixée, organisée par rapport au cycle. Et puis le deuxième atout, c'est la politique de concurrence. C'est-à-dire que ce sont encore les États, dans le cadre général en Union européenne de l'acte unique, qui organisent leur politique de concurrence. On voit par exemple qu'en Italie, Mario Monti est en train de libéraliser l'économie italienne. On a vu ce qu'a fait Mme Thatcher dans les années 80. Oui, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, on a l'impression qu'aujourd'hui, la politique économique des différents États européens, elle se définit en fonction de la concurrence fiscale et sociale interne à la zone euro? Alors, pour l'instant, effectivement, on peut considérer qu'il y a une logique de concurrence fiscale et sociale. C'est donc le moins-disant fiscal et social qui gagne. C'est le moins-disant social et fiscal qui gagne. Moi, ça ne me heurte pas si les États interprètent ça comme étant une nécessité pour eux d'améliorer l'efficacité de leur État. Après tout, s'ils ont la conviction que baisser les impôts, ça va certes améliorer la croissance, mais ça va les obliger aussi à réfléchir sur le rôle de leur État, ça me paraît plutôt positif. Et donc, ce qui est, à mon avis, le vrai danger, c'est quand ils se disent « je suis soumis à la concurrence européenne sur le plan fiscal et social, donc je baisse les impôts, je suis soumis à la concurrence électorale sur le plan interne, donc là j'augmente les dépenses ». Et donc, à partir de ce moment-là, assez vite, ça devient insoutenable. Ça pousse chacun des États à la surenchère. C'est-à-dire l'un augmente la TVA et l'un après l'autre, tout le monde fait de la surenchère sur la TVA. On essaie de baisser le coût du travail et tout le monde fait de la surenchère sur la baisse du coût du travail. Mais encore une fois, pour moi, ça, c'est pas tellement dangereux. C'est-à-dire que c'est de la concurrence. C'est de la concurrence. C'est de la concurrence. L'important, c'est comment on utilise cette concurrence. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait cette concurrence? On parle de baisse du coût du travail. Je pense qu'il vaut mieux utiliser la pression concurrentielle, non pas à baisser le coût du travail en tant que tel, mais à baisser les coûts d'une façon générale, c'est-à-dire à faire de la productivité. Ce que je crois, c'est que, au nom de la compétitivité, en ce moment, on est un peu en train de faire des politiques fourre-tout, on mélange tout, et que le véritable enjeu, c'est de préparer l'avenir, de faire des investissements, d'agir pour être de plus en plus efficace. Et en ce sens, la concurrence est utile. Le véritable danger dans l'Union européenne, c'est que, effectivement, et ça c'est compréhensible, comme la détermination électorale est nationale et les contraintes sont internationales, à un moment donné, il y a un clash qui s'est traduit par de la dette publique. Alors prenons l'un des exemples d'objectifs de la politique économique que vous décrivez dans votre livre, et qui est l'objet de toutes les attentions aujourd'hui, le chômage. On va atteindre bientôt 3 millions de chômeurs dans la catégorie A. Qu'est-ce que peut aujourd'hui la politique économique nationale face au chômage? Alors la politique économique nationale face au chômage, elle peut là aussi plusieurs choses. La première, c'est, dans les périodes de récession, accepter qu'il y ait du déficit budgétaire. C'est-à-dire que, puisqu'on garde l'outil budgétaire au niveau national, il faut, contre le chômage conjoncturel, utiliser la politique budgétaire et accepter qu'à certaines périodes, il y ait du déficit. Ce qui signifie concrètement que toutes les règles de politique économique définies au niveau mondial ou au niveau européen intègre à nouveau ce cycle. Ensuite, pour très grande attention au cycle. Au cycle. Pour le socle de chômage qui subsiste, qu'on appelle le chômage structurel dans les manuels d'économie, je pense qu'il y a deux actions à mener. Une première action, c'est améliorer l'employabilité de la population, c'est-à-dire faire en sorte que les gens soient mieux formés et surtout que cette formation soit plus adaptée à la réalité des besoins du marché du travail. Alors, concrètement, on voit bien qu'il y a un discours en ce moment sur l'éducation, mais qui est un discours très quantitatif. J'augmente les dépenses d'éducation, j'aurai moins de chômage. Je crois qu'il faut avoir sur l'employabilité un discours plus qualitatif. Et puis, le travail, c'est un marché. Et donc, ce que peut la politique économique, c'est, si c'est un marché, le laisser fonctionner comme un marché, c'est-à-dire faire plus de flexibilité. C'est-à-dire accepter qu'il y ait davantage de concurrence sur le marché du travail. Alors, revenons au débat, justement, sur ce plan-là, au débat de la science économique et au débat politique. On va essayer de les mettre en parallèle. Comment se positionne, en quelques mots, le débat de la science économique sur le thème du chômage ?
Alors, où est le clivage? Sur le thème du chômage, vous avez un clivage qui est assez traditionnel entre ceux qui disent qu'il y a du chômage parce que les entreprises manquent de débouchés, c'est la vision un peu par la demande, par le keynésianisme, et si vous faites de la relance... Donc là, il faut faire une relance. Une relance, et vous allez... Et puis il y a ceux qui disent pas du tout. C'est un problème d'offre. C'est un problème d'offre. S'il y a du chômage, c'est parce que le prix du travail est trop élevé, donc il faut baisser le coût des salaires. Et quand on regarde la réalité à partir de ce que disent les économistes, on s'aperçoit qu'il y a des situations où, objectivement, on peut penser que les entreprises assez spontanément vont être disposées, si la demande s'accroît, à embaucher. En revanche, des situations où si la demande s'accroît, elles vont plutôt augmenter leur prix. Et donc il y a des cas où une politique par la demande est efficace et il y a des cas où elle n'est pas efficace. Et puis donc il y a des situations keynésiennes et des situations classiques. Il y a des situations classiques. Et donc le véritable enjeu, non pas pour l'économiste en tant que tel, mais pour le gestionnaire de la politique économique, pour le conseiller économique des hommes politiques, son véritable enjeu, c'est d'être capable de dire aux hommes politiques, écoutez, là on est dans une situation plutôt keynésienne ou dans une situation plutôt classique. Et au plan politique, vous voyez un clivage à l'heure actuelle, ou est-ce que tout le monde a la même vision? C'est un problème de demande ou un problème d'offre, ou est-ce qu'il y a un clivage dans le débat politique actuel? Je crois qu'il y a eu un clivage dans les années 50-60 où les politiques de gauche étaient plutôt keynésiennes et les politiques de droite, après avoir été un certain temps keynésiens, parce qu'il faut se souvenir que Nixon avait dit de toute façon en politique économique, nous sommes tous keynésiens. Il y a eu un retour de la droite vers une vision plus libérale de l'économie, pour des raisons à la fois scientifiques, mais aussi pour des raisons qui étaient des raisons idéologiques. Il y avait l'idée que liberté économique et liberté politique étaient associées, que dirigisme économique et dirigisme politique étaient associés. Et puis maintenant, je crois que tout le monde en est à peu près au même stade que Tony Blair, c'est-à-dire il n'y a pas de politique économique de gauche, il n'y a pas de politique économique de droite, il y a les politiques économiques qui réussissent et les politiques économiques qui échouent. Alors, vous avez écrit ce livre, 3e édition, donc. On sent dans la conclusion un certain désenchantement par rapport à la politique économique. C'est toujours étonnant de la part d'un auteur qu'il conclut de façon un petit peu désenchantée. Comment expliquer ça? Il y a un décalage entre le temps économique, le temps politique, le temps électoral? Alors il y a un décalage très net, je crois, entre les attentes effectivement de la classe politique et les résultats que peut donner la politique économique. En particulier, et je pense que quelquefois on confond au niveau de la décision vitesse et précipitation. Quelquefois aussi on considère qu'on n'a que 100 jours pour agir quand on est un homme politique, alors que de plus en plus la politique économique, à mon avis, réclame du temps. D'abord parce que le cycle lui-même est de 8 à 9 ans dans les économies développées, donc il faut s'inscrire dans ce cycle-là. Et puis parce que je pense que les vraies réformes structurelles, quand on les fait... On ne peut pas faire de la politique économique de sondage en sondage. Voilà, on ne peut pas faire de la politique économique de sondage en sondage. On fait de plus en plus de la politique tout court de sondage en sondage. On a l'impression que chaque semaine qui passe efface dans la mémoire collective la semaine précédente, alors que la politique économique demande une certaine permanence et une certaine continuité. En ce sens... dans la durée, 5 ans, 10 ans. 5 ans, 10 ans. Une des forces des institutions britanniques, outre le fait que les Britanniques sont très très friands d'économie, donc connaissent assez bien les mécanismes, mais c'est que le Premier ministre est maître du calendrier. Il peut dissoudre au moment où il a des résultats assez concrets à montrer à sa population, et donc il peut rebondir sur le plan électoral, alors que le président des États-Unis ou le président de la République française, lui, il a un calendrier assez contraint qui l'oblige à avoir quelquefois des actions qui sont des actions un peu brutales, de court terme, dont il sait que le résultat à court terme impressionnera l'opinion, mais le prix à payer à moyen long terme peut être assez négatif. Mais à vous écouter, et ce sera ma dernière question, est-ce que le titre de votre prochain ouvrage, ça ne devrait pas être « Stratégie économique » ? Alors ça pourrait être stratégie économique, puisque dans le mot stratégie, il y a l'idée du long terme, mais l'État est gestionnaire assez clairement, à mon avis, des soubresauts du cycle. Il est également gestionnaire du long terme, mais le problème, c'est que assez souvent, quand il gère le long terme, il se trompe. C'est-à-dire les investissements d'avenir, soi-disant portés par l'État, sont assez souvent des échecs. Et donc, je préférerais en rester quand même à politique économique. Alors, on va en rester à politique économique. Jean-Marc Daniel, merci. À bientôt.